Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce talk que nous avons intitulé sobrement « Acheter ou vendre, quelles sont les clés pour réussir la transmission de son cabinet de courtage en partenariat avec AGO Assurance ». Allez-y monsieur, dame, venez, on n'a pas commencé. Et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Charles-Philippe Mourgue. Charles-Philippe, vous êtes le directeur général délégué d'AGO Assurance. Je ne vous ai pas donné le micro, Charles-Philippe. Vraiment, je manque à toutes mes obligations. Voilà, désolé. Ça fonctionne. Charles-Philippe, est-ce que vous voulez bien vous présenter et puis me décrire qui est AGO Assurance ? Je désamorce tout de suite, non, AGO Assurance n'est pas à vendre. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là pour intervenir aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme conseil à notre auditoire ? Bonjour Thierry, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis en assurance de personnes, quasi exclusivement dans le monde du courtage. Donc, j'ai travaillé chez Ener, Mercer, CIASI, Saint-Honoré, Aon. Je me suis encanaillé un petit peu en compagnie et j'ai rejoint AGO qui, effectivement, n'est pas à vendre, mais dont le modèle, on pourra peut-être en dire à un moment donné dans la discussion juste un mot, permet d'avoir un aperçu aussi des alternatives entre acheter, vendre, mais l'objectif, c'est effectivement de pérenniser ou de transmettre une activité. Et puis, je pense que l'intérêt aussi de cet échange était de pouvoir... par rapport à l'expérience personnelle que j'ai pu avoir, pas tant en tant qu'acquéreur, mais plus en tant que témoin, en tant que spectateur dans un cabinet international qui a pu procéder à des acquisitions, ou même dans un cabinet sous LBO qui le vit de l'intérieur ou même derrière, qui a pu procéder à des acquisitions, m'a finalement donné un petit ressenti par rapport à ça. Donc merci effectivement à l'invitation et l'occasion qui m'est donnée de pouvoir partager ces quelques propos. Avec plaisir, on va essayer d'être très clair pour les intermédiaires qui nous regardent. Je vois qu'il y a monsieur Chanot au premier rang qui connaît très bien le sujet. Du coup, on va essayer de ne pas dire de bêtises. Je vais essayer d'être à la hauteur des questions. Charles-Philippe, juste pour contextualiser, environ 300 deals dans le courtage en 2022 en Europe. C'est encore beaucoup. Si on essaye d'avoir une rapide vue globale du marché, la concentration des cabinets de courtage continue encore. Question très simple pour commencer. Pourquoi est-ce que le cabinet de courtage attire encore, fait encore penser que c'est un business rentable? Alors je pense qu'il y a plusieurs points. Alors je précise que je ne suis pas un investisseur financier, donc tous les propos que je vais pouvoir tenir n'engagent que moi. Et là aussi, si certains d'entre vous attendent éventuellement des coefficients magiques d'EBITDA, oui. La réponse est n'hésitez pas à venir me voir, je donnerai un chiffre, mais après, à la limite, cela ne vous engagera et ne m'engagera pas. C'est plus une information comme une autre. Alors, sur le contexte de marché, je pense qu'il y a deux, trois points qu'on peut dire. Le premier, c'est qu'il faut rappeler que notre marché d'intermédiaire en assurance, c'est quand même un marché de remplacement. Donc, on est évidemment avant tout sur un sujet de différenciation. Et donc, on voit ce phénomène de concentration qui est absolument pas nouveau, mais concentration, déconcentration. C'est-à-dire, on a certaines personnes qui dans les structures au fil de croissance plutôt externe ou de concentration, on se dit, tiens, moi j'ai envie de prendre mon envol, j'ai envie de rejoindre une structure plus petite pour la développer. Et donc on voit bien de toute façon que ce phénomène-là laisse toujours de la place à des acteurs de taille plus petite, toujours très agiles. Donc il y a toujours de la matière pour continuer justement ce phénomène-là. Deuxième point, le fait que d'une certaine manière, on suit aussi, toute proportion gardée, la croissance aussi, la concentration des porteurs de risques, puisqu'on voit bien que ce soit en assurance de personnes, plus récemment, et en Yard, il y a un petit peu plus longtemps que ça, une concentration qui s'est forte. Et nous, finalement, on fait écho à ça pour une des premières contraintes qu'on vit en tant qu'intermédiaire, c'est la capacité à pouvoir continuer à peser en termes de placement. Je pense que ça, c'est quand même un des nerfs de la guerre, en tout cas un nerf assez important. Dernière chose, je pense que la plupart d'entre vous ont suivi l'actualité récente, et heureuse, me semble-t-il, parce que le débat était quand même assez fort au niveau européen sur le maintien du système de rémunération aux commissions. Et je pense que nous faisons quand même partie des très très rares modèles économiques à pouvoir, à quelques années après, au 1er janvier, déjà dire ou estimer assez finement quel va être notre chiffre d'affaires au 31 décembre, avec le principe d'une récurrence. Et ça, évidemment, au lieu d'investisseurs, ça pèse très lourd. Et je rajouterai un dernier point. Il faut aussi voir qu'il y a eu un phénomène très intéressant pendant toute la période de taux bas, évidemment. Ça permet de s'endetter, d'acheter sur un taux d'intérêt qui est finalement assez faible, avec une croissance qui, là aussi de manière organique, soit poussée par les indexations, plus particulièrement en assurance de personnes, moins en Yard, quoi qu'en Yard, depuis 3 ans maintenant, ça a quand même repris fortement du poil de la bête, et je pense que ce n'est pas terminé, et puis en assurance de personnes, ça repart aussi. Eh bien, ça donne un effet de levier quand même extrêmement intéressant. J'avais eu l'occasion de discuter avec certaines têtes que je vois ici.
quand on peut emprunter à 1, 1,5 et que vous avez un PMSS qui fait 3, 3,5 ou là dernièrement 6,9, pas mal. Je pense que là, il n'y a pas beaucoup d'économies qui peuvent permettre ça. Donc finalement, le placement, l'opportunité économique et dernier point par rapport à cette concentration, la complexité quand même, parce que mine de rien, je pense qu'au fil des années, notre métier se complexifie énormément. Il y a beaucoup plus de réglementaires, que ce soit la directive DDA ou autre. Et finalement, et on en reparlera, il y a quand même un effet de seuil ou une nécessité de se dire, bon, là j'ai quand même beaucoup plus de contraintes, comment est-ce que je le traite? Est-ce que j'ai envie de les traiter? Est-ce que finalement, ce n'est pas le bon moment pour moi de prendre l'argent et passer à d'autres choses? Je rebondis sur le réglementaire, la mise en conformité. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les courtiers font volontiers ou est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que parfois, certains intermédiaires abandonnent très clairement en se disant « je ne suis pas en capacité de me mettre en conformité ». Alors, est-ce que c'est avec plaisir? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de contraintes réglementaires et administratives que nous faisons tous individuellement ou professionnellement avec plaisir? Je pense que la réponse est non. Enfin, ça dépend. Si on a une phobie administrative, alors là, ça c'est encore autre chose. Non, je pense que le point est simplement de se dire, est-ce qu'on a les compétences et les profils éventuellement dans la structure pour le faire? Et je pense que la question de l'effet de seuil est très vraie. C'est-à-dire que si par rapport à un cabinet à une taille donnée, il faut s'appuyer davantage sur un profil de chargé de conformité, de contrôle interne ou juridique, ça fait une charge assez notable. Maintenant, est-ce que ça génère du business? Rarement. C'est-à-dire aller voir un client en disant « écoutez, mesdames et messieurs, je peux vous certifier que mes dossiers sont DDA compatibles et que je suis transparent sur un certain nombre de sujets ». Ce n'est pas forcément ça qui aide beaucoup à faire de la vente. Donc, finalement, certains courtiers, on l'a vu il y a quelques années de cela, j'avais eu l'occasion de le voir quand j'avais travaillé chez Anne, où il y avait un certain nombre de dossiers qui étaient présentés, où la question justement se posait en disant « bon, je ne vais pas forcément être outillé, je n'ai pas envie de faire ces investissements, donc moi, courtier, j'ai peut-être l'occasion, effectivement, si j'ai un acquéreur qui est prêt à mettre une certaine somme d'argent et qui va m'apporter les compétences pour le traiter, finalement, peut-être que c'est le bon moment pour le faire. » Donc oui, dans certains cas de figure, ça peut être un élément de motivation à céder qui peut être fort. Pour rester sur cette vue globale de marché, est-ce que, de mon point de vue extérieur et journalistique, il y a une sorte de cannibalisation entre courtiers? Est-ce que ça laisse quand même la part belle à la création d'autres cabinets? Est-ce qu'il y a encore des nouveaux entrants? J'ai l'impression que oui. Et est-ce que c'est peut-être le moment de rentrer sur un marché qui se concentre? Alors, là, je pense que le propos peut être clivant. Heureusement qu'il y a de la place pour des nouveaux entrants, puisque sinon on crèverait tous. Après, contrairement aux compagnies d'assurance, il y a quand même un certain nombre de barrières à l'entrée, même pour les intermédiaires, qui sont moins importantes que en compagnie, mais qui existent quand même. C'est-à-dire que quelqu'un qui va ouvrir sa boutique tout de suite en disant « coucou, moi je peux vous amener plein de choses », on va juste commencer par quelque chose de très simple, c'est est-ce qu'en tant qu'intermédiaire, il ou elle a la capacité d'avoir des codes courtiers ouverts facilement auprès des compagnies? C'est une première difficulté qui n'est pas forcément simple. La deuxième, c'est quel va être l'apport? Alors encore une fois, la différenciation effectivement est l'ère de la guerre. Il y a 10 000 façons d'arriver sur la différenciation. Chez AGO, notre positionnement, c'est d'être agrégateur de solutions au pluriel, que ce soit en termes de gestion, de placement, de services et autres. Mais évidemment, on vend avant tout, si on raisonne que sur le conseil et sur l'apport, de la matière grise. Donc oui, heureusement, maintenant, les plus belles idées qu'on peut coucher sur le papier se confrontent assez rapidement à une réalité qui est un terme qu'il ne faut jamais oublier dans toute la discussion qu'on va avoir, qui est quand même celle du client. À la fin de la journée, est-ce que le client, quel qu'il soit, il est prêt à payer pour ce que vous allez lui amener? Si la réponse est oui, que ce soit votre relationnel, que ce soit derrière des outils sur lesquels vous avez investi, j'en passe des meilleurs, pourquoi pas? Mais si la réponse est assez rapidement pas tant que ça, là, la barrière se retrouve assez rapidement atteinte et donc malheureusement, ça devient plus difficile. Donc là aussi, en dissociant bien le conseil de la gestion, puisque là aussi, les investissements ne sont pas les mêmes en entrée. Et encore heureux, je pense qu'il y a toujours de la capacité à ce que des nouvelles structures, et on va en parler quitte à ce qu'elles s'adossent à un moment donné d'une certaine manière à d'autres, puissent trouver leur place. Je prends ma part, c'est un peu notre responsabilité aussi. On communique beaucoup sur les fortes valorisations. Est-ce que ça aussi, ça donne des idées aux courtiers qui se disent « Tiens, pourquoi moi aussi, je ne pourrais pas valoriser mon cabinet et le vendre ?» Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce qu'il faut toujours communiquer sur une valorisation avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de comment céder son cabinet? Bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action, il y a juste que des décisions qui sont plus ou moins rationnelles derrière. Le fait de communiquer d'entrée de jeu sur un coefficient, me semble-t-il, c'est une approche. Je pense c'est alléchant pour nous. Voilà, ça peut être attirant pour celui ou celle qui vend. Donc je vais peut-être plutôt reformuler la question, et peut-être que je la comprends en disant finalement le pourquoi. En fait, pourquoi, à un moment donné, quelqu'un souhaiterait céder? Alors, il ne faut pas se leurrer, hein.
on est tous, je sais qu'on est en bonne compagnie avec des intermédiaires et des personnes qui sont habituées à notre marché. Donc, j'ai prononcé un terme qui parfois est grossier en France, c'est l'argent. Bon, personne n'est philanthrope ici, je pense. Donc, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. C'est sûr que la perspective de pouvoir valoriser du capital, une vie de travail éventuellement pour certains, ou simplement faire un effet de levier pour passer à autre chose, c'est quand même une motivation très forte. Après, effectivement, sur la question du coefficient, on a pu voir, notamment avec des nouveaux entrants, alors je ne citerai pas de nom, mais on parle beaucoup dans la presse. Je peux citer des noms. Hein. Voilà, de cabinets étrangers qui arrivent avec un chéquier assez massif. Hein, voilà, je laisserai. Qui commence par un H, par exemple. Voilà, par exemple. On peut aussi avoir de gros corporates anglo-saxons dont il y a des lettres qui sont plus proches du début de l'alphabet, qui ont pu avoir des velléités à discuter beaucoup au niveau mondial pour acheter d'autres structures et qui sont encore très volontaristes. Donc, on voit que la politique du chéquier est une réalité. Et on ne parle même pas à ce stade des fonds sur lesquels les coefficients peuvent être très intéressants. Après, sur la motivation, l'argent évidemment, mais il y a aussi plein d'éléments, on en parlait, ce soit la conformité, ce soit effectivement le contexte de marché qui peut changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes un cabinet spécialisé sur de la complémentaire santé pour du particulier et que vous avez l'ANI de 2013 qui va ouvrir la voie à la généralisation de la complémentaire santé, ça peut être le moment de se poser la question de savoir s'il ne faut pas céder rapidement parce que dès lors que tous les salariés vont avoir une complémentaire santé, votre business risque d'être potentiellement assez fortement impacté. On peut avoir effectivement des phénomènes de marché comme ça qui changent de manière assez forte. Et donc, ça, évidemment, ça peut être une occasion de céder. L'âge du capitaine, et puis il ne faut pas non plus oublier éventuellement la santé des personnes qui peuvent se dire aujourd'hui, j'ai plus la forme, j'ai plus la moelle, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, ce sont aussi des éléments. Et j'en parlais rapidement avec quelqu'un tout à l'heure, la question de la transmission peut aussi se poser dans la question éventuellement de est-ce qu'il y a un héritier ou une héritière? Et là aussi, la question du talent et du génie, hein, je laisserai chacun regarder effectivement la citation de Gattaz sur le sujet. Hein. Il y a deux types de génie pour l'entrepreneur. Hein, il y a ceux qui pensent que c'est héréditaire et ceux qui n'ont pas d'enfants. Bon, donc après, chacun en tirera sa propre analyse. Mais ça, effectivement, ça peut être un élément de discussion parmi d'autres. Quand vendre? C'est une question directe. À quel moment dans la vie d'un cabinet il faut vendre? Est-ce qu'il y a des bons, des mauvais moments? Est-ce qu'il faut être contraint et forcé? Vous pouvez passer, allez-y. Hein. Allez-y. On est à la bonne franquette. Quand vendre? Alors la question du timing, finalement, hein, c'est si on raisonne en termes de valorisation et de capital, c'est comme en bourse, hein, quand tout va bien. Après, ça là aussi, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est quand même quelque chose de très vrai. Pardon, mais quand tout va bien, on a envie de continuer. Eh ben, c'est tout le paradoxe, justement. Et c'est là où, effectivement, ça peut être intéressant de remettre un petit peu tout sur la table et d'avoir un peu, et c'est, je pense, toute la difficulté aussi, de réussir à prendre de la hauteur de vue, parce que on ne va pas faire le test, mais on va plutôt procéder de cette manière-là. Qui, parmi les intermédiaires, n'ont pas déjà été approchés par un fonds, un gros corporate ou un investisseur pour éventuellement céder? Je pense qu'aujourd'hui, les appels du pied pour racheter un cabinet, que ce soit par des gros cabinets, des cabinets qui veulent continuer à créer ou éventuellement des fonds, sont quasi systématiques et très fréquents. Donc, de ce point de vue-là, les occasions sont très nombreuses. Donc, c'est toute la difficulté, me semble-t-il, de dire au-delà de satisfaire un ego en disant tiens, c'est intéressant, prenons de la hauteur de vue et disons-nous, bon là, le marché sur lequel je suis, est-ce que l'équipe est stable aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il n'y a quand même pas, en termes de conformité, en termes de contraintes, des choses sur lesquelles je commence à être un peu fragile? Est-ce que tout simplement, je commence à pas me faire piquer des clients pour des motifs un peu récurrents parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, parce qu'à un moment donné, j'ai moins la patate, parce que je suis sur un marché sur lequel les guichets deviennent beaucoup moins nombreux, sur lequel je réussis effectivement à placer mes affaires. Donc tout ça nécessite peut-être à un moment donné de prendre un peu de hauteur de vue et se dire, bon, peut-être qu'il n'y a jamais de moment idéal, mais il y a peut-être un moment qui sera moins mauvais qu'un autre. Très bien. Est-ce que ça dépend aussi de l'acheteur? Est-ce que quand on vous fait les yeux doux une fois, deux fois, trois fois, que c'est toujours le même fonds, est-ce qu'au bout d'un moment, vous dites, bon là, trois fois, il ne viendra peut-être pas une quatrième fois, c'est le moment? C'est risqué, hein? Alors oui, à côté de ça, je crois qu'on avait pris le cas, il y a eu je pense maintenant qu'ils sont premier cabinet en France, hein, suite au rapprochement avec une famille, en l'occurrence je pense à CSIDIO, où il y a quelques années de cela, 2-3 LBO de cela, le fonds de Charterhouse s'était positionné. Finalement, c'était Ardian qui avait damé le pion. Et 2 LBO plus tard, Charterhouse s'était pas fâché, puisque finalement, moyennant un ticket plus important, ils ont remis au rentré dans le capital. Donc finalement, tout est une question d'opportunité. Et je pense que le fait d'être approché régulièrement n'est pas forcément un point négatif
dans l'absolu. Mais je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on n'insiste peut-être pas assez, c'est quand même, au-delà du calendrier, c'est ce pourquoi céder. Je pense que ça, c'est quelque chose de très clair. Et effectivement, quel objectif est-ce que ça va chercher à viser? Et je pense que de l'objectif, ça va permettre de dire, OK, vendre à un investisseur institutionnel, vendre à un fonds, ça me va bien, à la limite. Très bien. On va y revenir sans doute, mais ça peut être effectivement intéressant. J'ai plutôt envie de pérenniser quand même l'aventure, garder encore une part d'activité, parce que j'ai envie de capitaliser un peu, mais je veux rester actif, moi et éventuellement mes équipes. Je suis soucieux aussi de la manière dont mes clients vont être traités. Je pense que c'est autant de questions qui fait que l'orientation va pouvoir s'effectuer plus ou moins naturellement, puisque là aussi, ça pose la question de l'horizon. C'est sûr que envisager un partenariat avec un industriel, c'est pas la même chose que d'envisager avec un fonds, rien que sur l'horizon temps. Et ça, il faut effectivement voir que il y a quelques années de cela, quand les cabinets, ou plutôt quand il y avait une opération de LBO, aujourd'hui c'est complètement rentré dans les mœurs, mais il y a une quinzaine d'années de ça, le LBO c'était encore une opération un peu confidentielle et les fonds n'avaient pas forcément bonne presse parce que souvent étaient taxés d'être fonds vautours. Pas trop sur notre marché qui est quand même plutôt préservé en termes d'emploi, mais effectivement quand il y avait des opérations qui étaient faites dans des sociétés industrielles, tout de suite le fonds avait quand même mauvaise presse. Donc qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'à l'époque, quand un fonds rentrait, c'était quand même plutôt sur un horizon de 5 ans, plus ou moins 2 ans. Voilà, grosso modo. Et là, on voit que c'est plutôt du 36 mois, plus ou moins 18 mois. Donc ça peut être beaucoup plus court. Donc en termes de cycle, forcément, si vous dites je vais m'associer à un fonds, alors je vais utiliser une expression qui n'engage que moi, mais c'est une forme de drogue dure. C'est-à-dire qu'il y a des coefficients d'EBITDA, de valorisation qui sont très alléchants, mais il y a déjà une fin écrite à l'histoire. C'est-à-dire que derrière, on sait que le partenaire n'a vocation à durer que quelques années pour générer une croissance plus importante et donc derrière continuer à dire bon on va céder à qui? À un industriel, à un autre fonds, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est quelque part la course à l'échalote. Et souvent, la question se pose beaucoup plus quand un investisseur institutionnel comme un fonds arrive, c'est aussi de s'assurer que les hommes et les femmes qui composent le cabinet restent, parce que acheter une coquille vide, quand il n'y a pas d'équipe derrière pour faire, ça va être beaucoup plus difficile. Donc cet horizon temps peut parfois être incompatible avec l'agenda personnel des actionnaires qui souhaitent céder. Et ça, je pense que c'est un alignement qu'il ne faut pas perdre de vue. Est-ce qu'il faut, quand on a un effet d'aubaine, et j'emploie volontairement le mot effet d'aubaine, aller vite dans sa transaction? Là aussi, quand quelqu'un se présente pour acheter notre cabinet, est-ce que ça va se représenter? Est-ce qu'il faut que je boucle vite l'opération pour être sûr de ne pas passer à côté? Est-ce qu'il faut plutôt prendre son temps avant de rentrer dans les histoires de valorisation que tout le monde attend avec impatience, évidemment? Est-ce qu'il faut, comment il faut gérer ça, cette notion du temps long de la transaction? Bon, alors là aussi, je ne vais absolument rien vous apprendre si je vous dis qu'on est très déçu. Je sais. Mais c'est aussi comme ça qu'on détermine un bon consultant. Hein. Quand on rend un audit et qu'il n'y a pas de nouvelles, c'est que normalement on a bien fait le boulot. Hein, voilà, en tout cas. Et l'important, c'est que les clients payent par rapport à ça. Alors là où effectivement j'enfonce une porte ouverte, c'est qu'on est sur un marché. Alors, je vais utiliser ce terme là aussi sans être provoque, mais de gens astucieux, de gens commercialement agiles. Et donc évidemment, si vous savez qu'il y a une affaire, un client, un prospect qui est chez un de vos concurrents et néanmoins confrère, et que vous savez qu'il y a des discussions qui traînent, évidemment, peut-être que le client, s'il n'a pas cette information, préférerait plutôt être suivi par vos soins, éventuellement, qu'autre chose. Donc ça, on sait très bien que ce genre d'information, c'est comme tout, ça peut finir par être exploité. Donc c'est comme tout, il faut à la fois prendre son temps, mais plus le temps va durer, plus le risque de fuite va être important, avec les utilisations qui peuvent en être faites. Et quand une information est donnée, ce n'est pas aux journalistes que vous êtes que je vais expliquer que l'information peut aussi servir à la partie qui la partage. Donc évidemment, il y a le temps de la due diligence, le temps de l'analyse qui peut être faite, sachant que du côté du cabinet qui peut être amené à céder, c'est du temps qui peut être un peu long, parce qu'effectivement, autant des acteurs industriels qui sont rodés à l'exercice, tout comme des fonds de private equity qui sont rodés à l'exercice. Les due diligence, c'est leur quotidien, donc ils vont savoir effectivement quelles données obtenir, comment l'étudier et autres. Autant quand vous avez un petit cabinet de courtage qui fait entre 500 000 euros de commission et 1 million, 2 millions, c'est pas évident qu'il ait dans ses dossiers absolument toutes les informations qui va lui permettre de rapidement traiter cette étape-là qui est indispensable. Et donc, le temps peut durer. Et effectivement, c'est là où pas tant la valo, bon, la valorisation, ça va dépendre de ce qu'on trouve dans la due diligence en tout cas, mais ça peut finir par être exploité. Et aussi, j'ajouterais autre chose,
vis-à-vis des clients, mais aussi même vis-à-vis des équipes, puisque là aussi, c'est un point important, me semble-t-il, c'est d'expliquer. Hein. On a parlé du pourquoi à un moment donné. Alors, l'actionnaire, il règle avant tout la discussion avec lui-même hein, ou avec ses autres associés. Mais quand même, au-delà de céder un portefeuille, il s'agit aussi quand même normalement des équipes. Et donc, à partir de là, s'il y a des équipes qui partent, s'il y a un risque de démobilisation et de crainte, forcément, ça peut avoir des effets de bord qui sont potentiellement assez impactants. Donc, s'il y a un message à faire passer, c'est ne pas bâcler l'étape de due diligence. Oh, je pense que de toute façon, l'investisseur, quel qu'il soit, se chargera de le rappeler. Hein. C'est bien de faire passer les messages. Charles-Philippe, parlons de la valorisation, qui est le mot qui fait rêver tout le monde, y compris nous, les journalistes. Comment être certain de correctement vendre son cabinet au bon prix? Et quand je dis bon prix, c'est prix juste. On sait que les multiples s'envolent. C'est pas toujours facile de bien comprendre comment sont valorisés les cabinets. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Et puis on rebondira ensuite. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont dû aller dans un souk, hein, probablement. Et donc, la question qui vient toujours, c'est mais est-ce que ce que j'ai acheté, éventuellement moyennant une âpre négociation, c'était au bon prix? Voilà. Ben, moi, la réponse qui m'a été donnée à cette question, qui est quasiment philosophique, est l'important, c'est l'émotion. Si les deux parties sont contentes, c'est que le prix est juste. Bon, alors. Là, on est dans des émotions en millions, parfois en milliards d'euros. Hein, mais il ne faut pas négliger l'émotion quand même. Donc, le fond du sujet, c'est tant que les deux parties sont satisfaites, finalement. C'est ça, en fait. Donc, le bon prix, c'est très relatif. C'est finalement le prix auquel un acquéreur ou un partenaire et éventuellement un cédant s'entendrait. Donc, je pense que ça, c'est quand même le point le plus important. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit quand même que, historiquement, on était sur un multiplicateur sur les commissions. Alors, là aussi, différent entre commission d'apport, commission de gestion, pour ceux qui ont une activité de gestion, qui peuvent être différents évidemment entre particuliers, professionnels, entreprises, entre assurances de personnes, entre yards. Donc là aussi, les règles du jeu pouvaient changer. L'arrivée plus intense de fonds d'investissement ces dernières années a professionnalisé quelque part ça. Alors, pour le meilleur ou le pire, hein, là aussi, chacun son point de vue, mais en tout cas plutôt pour intégrer un coefficient, une analyse qui va être sur l'EBITDA, c'est-à-dire sur la marge brute. Donc là, on est sur non plus une analyse de la ligne du haut, mais la ligne du bas. Et là où ça va devenir intéressant, c'est qu'effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose, le travail sur la ligne du bas, qui est toujours l'apanage spontané de structures à taille humaine. Hein, voilà. Autant que ça tourne, la nécessité forcément d'optimiser l'EBITDA est parfois moins vue comme prioritaire. Donc là, on va voir effectivement que ça va rentrer une ligne de mire. Et donc, je reviens sur cette question de le bon prix, ça dépend. Mais oui, mais là aussi, tout dépend de l'objectif. Si votre objectif, c'est de dire, comme diraient les anglo-saxons, take the money and run, tu prends l'oseille et tu te barres, tout de suite, c'est moins élégant. Il y a un côté presque un peu filou et ce n'est pas l'objectif du propos. Mais là, évidemment, on est moins dans une logique long-termiste. Et donc, ça veut dire que par rapport à un souhait du ou des actionnaires de pouvoir peut-être continuer à avoir un rôle actif, eh ben, la priorité va être vue différemment que de se dire, moi, j'ai envie plutôt peut-être de continuer à m'inscrire dans la durée, donc je vais peut-être être moins regardant sur le prix, mais parce que j'ai aussi un horizon, je souhaite avoir un horizon plus long, et donc à partir de là, eh bien, ce sera une discussion qui sera différente. Je voudrais simplement apporter un commentaire qui m'a été donné par une société, alors il y en a quelques-unes, hein, que ce soit Pax, que ce soit Newco ou d'autres, hein, qui accompagnent, que ce soit les acquéreurs industriels ou les cabinets qui cèdent. Donc là aussi, je pense que tout ce qu'on peut se dire là pour ouvrir un peu la discussion, évidemment, il ne faut pas hésiter, si la réflexion est sérieuse, à se faire accompagner aussi de professionnels qualifiés, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui m'a été dit à un moment donné, c'est typiquement, souvent, ce qu'il peut y avoir, c'est un earn-out, en disant, ben, on va toper sur X% de l'EBITDA qui se traduisent en X% du montant de chiffre d'affaires brut, très bien. Mais on va donner 20, 25, 30% éventuellement au bout de 2 ans, 3 ans. Alors, ce qui m'a été dit, c'est que l'earn-out, ce qui est assez classique, c'est une façon, je vais le reprendre tel quel, hein, donc le verbatim n'est pas de moi, c'est une façon un peu élégante d'émettre un doute sur la véracité du business plan tel qu'il a été présenté. C'est poliment dit. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi s'attendre à ce qu'il puisse y avoir une vraie part d'aléa sur le fait de pouvoir capter l'earn-out au moment où la cession aura lieu. Et je crois que l'actualité, là aussi, les journalistes en savent plus que moi, mais l'actualité ces derniers mois a illustré le fait qu'un cabinet de courtage qui avait été cédé à un grand cabinet international avait fait l'objet, je crois, de démarches judiciaires justement sur cette notion d'earn-out. Donc on voit que
c'est un sujet là aussi de gros sous. Et forcément, il n'y a pas que les avocats qui peuvent être motivés éventuellement à inciter leurs clients à aller mener la démarche pour défendre l'intérêt. Est-ce que le schéma de cession, qu'il soit familial, que ce soit un LBO, etc., va aussi jouer dans la valorisation ou pas? On a l'impression qu'il y a peut-être plus d'affect quand on va se rapprocher d'un opérateur traditionnel de marché, moins que pour un fonds. Est-ce que ça joue in fine dans la valorisation? Alors bien sûr, parce qu'il faut aussi se dire que les intentions de celui qui veut investir ne sont pas les mêmes. C'est sûr qu'un investisseur institutionnel, un fonds, il est prêt à payer plus parce que derrière, il veut s'assurer qu'il va capter plus après. Donc il y a évidemment un intérêt à être plus agressif pour remporter le morceau. Des acteurs industriels ou éventuellement familiaux ou des cabinets de plus petite taille vont s'inscrire dans un horizon plus long. Donc forcément, vont peut-être pas forcément avoir la même capacité que des fonds qui ont des réserves de cash à investir beaucoup plus importantes que des cabinets de courtage plus traditionnels, mais ils vont s'inscrire effectivement sur une histoire qui va être beaucoup plus longue. Et je tiens aussi à dire que deux choses. La première, c'est que dans ce paysage, on oppose un peu classiquement les gros acteurs, les gros cabinets ou les cabinets de courtage tout court, parce qu'on voit qu'il y a des cabinets de taille plus humaine, de quelques millions ou quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires qui ne s'interdisent pas de faire de la croissance externe et faire des rapprochements, très bien, mais on oppose les industriels au fond. Je pense que dire qu'on ne parle que des fonds, c'est aussi méconnaître une réalité qu'on voit ces dernières années, c'est aussi l'arrivée de compagnies d'assurance, ou même au sens large, y compris de mutuelles ou d'assurance de prévoyance, qui souhaitent dire « moi j'investis aussi un ticket minoritaire dans des cabinets ». Alors pourquoi? Un, parce qu'eux-mêmes aussi ont de la capacité à investir. Deux, parce que ça leur permet aussi de nourrir leur circuit de distribution, et donc s'il peut y avoir un intérêt aussi derrière à se faire connaître indirectement auprès de courtiers ou muscler un petit peu différemment leur force de vente. Et trois, c'est un deal plutôt gagnant, parce que si à un moment donné il y a la possibilité de capter une partie, tout ou partie d'un portefeuille qui est racheté, là aussi, ça peut être intéressant parce que c'est une opération qui permet de capter à la fois les frais dévoués à la compagnie, mais aussi derrière les primes. Et pour peu que derrière les comptes de résultats soient pilotés à l'équilibre ou permettent de générer de l'excédent, je pense que vu du point de vue d'un assureur, c'est un investissement intéressant. Et je voudrais juste faire une parenthèse, typiquement, dans cette notion industrielle, là aussi, depuis tout à l'heure, peut-être que le propos donnait l'impression que c'est beaucoup transmission au sens les cabinets disent on cède et après c'est fini, l'histoire s'arrête. Évidemment non, il peut y avoir aussi des cas de figure où l'histoire se continue pour quelqu'un qui se dit j'ai encore quelques années à travailler, 5-10 ans et revenir sur quelque chose en tant que salarié avec un peu moins de contraintes peut être intéressant aussi. Continuer à suivre mes clients, c'est intéressant. Et typiquement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Ageo, Ageo est une structure qui, alors je le dis, on ne fait pas de croissance externe en ce sens que nous, notre modèle, c'est avant tout d'avoir et de créer des filiales à 50% avec les associés qui souhaitent monter leur filiale, puisque la transmission, on parle beaucoup de la transmission là, à court terme, mais c'est aussi la transmission d'un patrimoine futur par rapport à des personnes qui se disent moi, j'ai bossé depuis X années dans des cabinets, dans des compagnies, et j'ai la maturité, j'ai la seniorité pour me lancer, mais j'aimerais bien avoir l'appui de quelqu'un qui va sur la conformité, le marketing, la partie financière, les codes courtiers, le placement éventuellement, tous ces sujets m'aider, mais me laisser quand même mettre de ma dynamique commerciale. Et ce qui me permet, moi, pour le coup, d'envisager la transmission à plus long terme avec aussi des partenaires. Donc, je pense que dans cet espace-là, où il y a les gros industriels qui peuvent faire un peu peur en disant viens chez moi et je vais te croquer, et les fonds qui disent les gars, vous allez vous enrichir et vous allez vous faire de l'oseille et plus savoir quoi en faire, mais bon, il y aura peut-être un petit peu de sueur, quelques larmes et beaucoup de sang. Il y a quand même des modèles intermédiaires comme le nôtre. On n'est pas les seuls, mais on a quand même cette singularité, je pense, qu'on mérite de défendre, et je ne pourrais pas dire le contraire. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est aussi des schémas qui permettent de concilier vision à plus long terme, dynamique commerciale, là aussi à pérenniser, et là aussi la possibilité peut-être de valoriser, même de manière partielle en tout cas, et à un instant T, le capital. Voilà, ça ce serait effectivement pour dresser un portrait un peu général. Pour rester sur les valorisations et pour rester sur les fonds d'investissement, quand on voit des valorisations à au-delà de 20 fois l'EBITDA, 21, 22, parfois 23, c'est arrivé, est-ce qu'il n'y a pas une forme de spéculation aujourd'hui sur les fonds d'investissement avec tout ce que ça implique derrière? Et on parle de bulles. Et donc le risque que cette bulle éclate un jour, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à ma gauche, façon de parler, mais d'un
d'un côté, on voit des taux d'intérêt qui certes augmentent, mais avec toujours un marché haussier en termes de primes d'assurance et avec là aussi une capacité à pouvoir continuer à générer de manière organique des chiffres d'affaires qui devraient, en yard, en collectif, continuer à augmenter de manière notable. Pour celles et ceux qui font de la collective, vous devez savoir comme moi qu'on s'oriente de nouveau pour les renouvellements 2024 encore sur des indexations entre le PMSS et derrière les taux pivots qui vont frôler encore les 10%. Donc là aussi, il n'y a pas beaucoup d'industries en France où on peut envisager d'avoir mécaniquement, en conservant son client, ce qui risque de ne pas non plus être complètement simple. Mais bon, ça, il ne faut pas non plus le perdre de vue. Mais je ferme la parenthèse. Avoir beaucoup d'industries qui peuvent générer effectivement ce terme d'évolution mécanique de chiffre d'affaires. Et en yard, il y a aussi des croissances de primes et donc de chiffre d'affaires qui continuent. Donc, à ma gauche, j'ai quand même un marché qui reste intéressant de par sa récurrence, reste intéressant de par aussi le niveau de marge qui peut continuer mécaniquement à générer, puisque là aussi, avec des équipes solides, des outils qui tiennent la route, la capacité à pouvoir suivre un peu plus de dossiers et donc conserver la marge reste présent, même si on voit quand même que la difficulté à recruter des bons chargés de clientèle, des bons souscripteurs, des bons techniciens, fait que les salaires tendent à augmenter quand même, et donc ça va rogner aussi les marges, d'accord. Et à ma droite, j'ai quand même le fait que, oui, c'est comme tout, avec un marché qui semble préservé, en tout cas sur le modèle de commissionnement, mais avec toujours des grosses inconnues. On voit quand même en yard en particulier, et aussi un peu plus en assurance de personnes, l'émergence plus importante des captives de réassurance qui peuvent permettre aussi d'ouvrir la voie à des réflexions sur des cabinets captifs de courtage. Donc là, mesdames et messieurs, si vous êtes intermédiaire et que vous avez des belles, et plus que des grands comptes, même sur des belles ETI, voilà, à un moment donné, ça pose la question de dire finalement, est-ce que nous, on ne voudrait pas corporate, intégrer éventuellement, puisqu'on va se réassurer indirectement, aussi intégrer l'expertise chez nous. Donc ça, c'est quand même une réflexion. La deuxième réflexion, c'est là aussi, ça s'éloigne, ça revient, ça s'éloigne, ça revient. Si on part toujours de l'assurance de personnes, la grande sécu, le jour où on a un marché une réforme comme ça, je fais partie de ceux qui pensent que ça s'est plutôt éloigné, mais encore une fois, il y a toujours la petite musique sur les frais, quand même, la sécu pourrait tellement bien faire, même sur le panier de soins ANI, et tout ça, ce sera de la matière assurable qui va s'éroder, donc c'est du chiffre d'affaires mécanique en moins. Donc on n'est jamais à l'abri de réformes structurelles impactantes qui peuvent, du jour au lendemain, fortement nous tanker. Et je rajouterai simplement la chose suivante, quand je vois, là aussi, sans citer de nom, mais des valorisations qui peuvent sembler extrêmement importantes pour des assurtech qui, elles, ont levé plusieurs centaines de millions d'euros l'année dernière, même s'il y en a peut-être un peu moins au niveau des intermédiaires, il y en a quand même. Je reste quand même vigilant de voir s'il ne va pas y avoir des conséquences. Il y a des bruits qui circulent sur des néo-assureurs ou autres qui, finalement, pourraient peut-être être cédés à un montant bien moindre que ce qu'ils ont pu lever en termes de fonds depuis leur création. Est-ce que derrière, il n'y a pas des baudruches qui vont se dégonfler? Et donc la question, c'est comme tout, est-ce que là, ça ne va pas éventuellement créer un petit peu un coup d'arrêt ou du moins à un moment donné se dire, bon, des coefficients de valo d'EBITDA qui vont dépasser les 20 fois. Bon, à un moment donné, on va peut-être atteindre un effet de seuil en se disant, même chose, le tout, c'est pas que le coefficient, le tout, c'est la manière dont le prix va être réglé. Et ça revient sur ce que je disais, pas de problème, vous voulez du coef 25, 40, 72, ok, on va simplement dire que la cote par burn-out va juste être plus importante et qu'on va vous payer non plus 80% ou 75% là et les restes au bout de 2 ans, mais ça va être une part plus importante. Et si là, il y a discussion en disant, en fait, on aurait bien aimé vous payer l'earn-out, mais par rapport à certains critères qu'on a définis au moment de la session et sur lesquels tout le monde était d'accord, finalement, on ne paye pas nous, fonds corporate ou autre, là, forcément, tout ça, c'est très relatif. Très bien, c'est très intéressant. Prenons maintenant le cabinet qui fait son choix. S'il décide de choisir un fonds, évidemment, là, va y avoir une forte accélération avec tout ce que ça implique. S'il décide de choisir un opérateur traditionnel, il y a d'autres difficultés qui s'opèrent, les doublons de marché, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quels sont les risques en fonction de chaque acteur choisi? Alors, je pense que dans votre question, la première chose que j'entends, c'est la question de l'ADN. Et je pense que la question de l'ADN est fondamentale. Pourquoi? On retombe toujours sur l'objectif et le pourquoi céder. Si derrière, vous vous dites, je vais me faire épauler par un fonds qui va être minoritaire, qui va être majoritaire. Donc là aussi, tout ça, ce sont des éléments de réflexion. C'est pour un objectif bien précis.
Est-ce que c'est pour accélérer la croissance, pour dire je vais avoir une puissance de tir pour continuer à faire l'acquisition de plus petites structures, pour agréger les cabinets? Est-ce que c'est parce que j'envisage de céder tout directement et je vais accompagner 2 ans et je dis ciao? Est-ce que c'est parce que si je fais plutôt le choix d'un acteur industriel, c'est parce que j'envisage des complémentarités? Je fais de l'assurance de personnes, ils font du yard, on a une belle union à faire, j'ai une belle relation commerciale sur tel segment de marché, mais j'ai besoin peut-être sur le placement, sur l'outil de gestion, sur éventuellement la compétence en termes de souscription ou technique, peut-être d'avoir davantage de soutien, peut-être que simplement je perds trop de temps à retrouver les commissions parce qu'il faut juste derrière des bons services support. En fait, ça va être ça, ça va être la question de la complémentarité. Et ça, c'est un point très important puisque là aussi, toujours la même chose. Si le sujet, c'est de dire je cède ou je me fais épauler plus largement, mais que derrière, je réalise après coup que l'ADN ne me correspond pas, c'est difficile. Si derrière, vous êtes sur une approche plutôt cousu main, ce qui, je pense, est quand même l'apanage des structures à taille humaine, de dire, et c'est aussi ce que cherchent nos clients, y compris des entreprises de taille parfois très importante, en disant, moi je préfère être un gros chez un petit que être perçu comme étant un petit client chez un mastodonte. Donc effectivement, le fait de se dire qu'on a toujours bien accompagné son client, qu'on a abordé du cousu humain, et que du jour au lendemain, il faut que ce soit traité un peu à la serpe, et qu'il va y avoir un chargé de clientèle très compétent, mais qui va se dire c'est un client parmi d'autres, parfois ça peut être un renoncement. Et je pense que cette notion d'ADN, c'est comme tout, c'est après coup qu'on se rend compte qu'il peut y avoir un manque d'alignement. Et au-delà des complémentarités, au-delà éventuellement du coefficient, au-delà de toute l'histoire qui est écrite avant coup, je pense que le conseil, c'est aussi de voir si, sur les valeurs, sur la manière dont les clients vont être servis, la manière dont les équipes vont être traitées, parce que là aussi, il ne faut pas oublier que souvent les équipes suivent des clients, et quand ils suivent des clients, ça veut dire qu'ils ont la main sur une relation commerciale, et que s'ils se barrent, potentiellement, un client peut suivre. Donc, il y a tous ces éléments effectivement à prendre en compte, et je pense qu'effectivement, cette histoire qu'on raconte, on parlait tout à l'heure de la durée, là aussi, des discussions et la manière dont les choses doivent se mettre en musique. Évidemment, il y a le fait de ne pas trop faire durer dans la mesure du possible, maîtriser la communication en interne, en externe, et là aussi, qu'est-ce qu'on raconte aux clients? Comment on explique ce choix? Parce que là, encore une fois, c'est ça qui est parfois un peu criminel, c'est que plus on grandit, moins parfois on se retrouve à pouvoir parler du client. Et je trouve que c'est parfois dommage. Pourquoi? Parce que le client, il peut se dire, mais attendez, vous êtes en train de me dire que vous me vendez la complémentarité avec tel acteur, vous me dites que vous allez rejoindre une grosse boutique, que grâce à un fonds, vous allez peut-être derrière pouvoir continuer à investir. Mais moi, je suis désolé, monsieur, c'est pas moi en tant que client ce que je cherchais. Quand je vous ai rejoint, c'est parce que vous m'avez vendu la promesse d'un suivi par vos soins, un accompagnement 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui a peut-être été validé. Et ça, je pense que les clients aussi peuvent dire moi, ça me va bien, parce que justement, je ne vous cacherai pas qu'on a une super relation commerciale, vous êtes très compétent, monsieur, mais le fait de savoir qu'il y a une grosse structure ou que derrière, il y a d'autres équipes derrière, ça peut me rassurer. Ou aussi parce qu'on a un développement international et on se disait que votre structure n'allait peut-être pas pouvoir nous accompagner et demain, vous allez avoir effectivement des partenaires qui vont pouvoir le faire. Et là aussi, même chose. Les fonds, les industriels, on parlait tout à l'heure d'acteurs étrangers. Il y a des acteurs étrangers qui se posent même les questions de dire est-ce que nous, on ne devrait pas prendre un ticket minoritaire pour s'installer en France, puisqu'on retombe sur la question des barrières à l'entrée et on peut avoir des acteurs, des gros acteurs régionaux étrangers qui se disent moi, si je veux rentrer par exemple sur le territoire français, peut-être que l'objectif c'est d'arriver à ça. Et peut-être qu'un client peut se dire ouais, c'est intéressant parce que derrière moi, le cabinet qui s'occupe de moi, ils sont super, mais ils n'avaient peut-être pas forcément la capacité de m'épauler dans ma croissance et mon développement. Et là, demain, j'ai une complémentarité intéressante. Mais si on ne passe pas par la capacité à pouvoir expliquer cet ADN, expliquer cet alignement, effectivement, ça peut être plus délicat. Très bien. Est-ce qu'il faut communiquer en interne? Est-ce qu'il faut communiquer avant? Est-ce qu'il faut informer toutes ses équipes? Est-ce qu'il faut informer son état-major? On est dans le détail, mais c'est des détails qui comptent, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a une obligation à le faire? Alors, si oui, est-ce que légalement, il y a une obligation à le faire? Je vais pas vous parler comme l'avocat que je ne suis pas, mais le Code du travail impose quand même, s'il y a un CSE, de donner quelques informations dans le cadre de ce genre d'opération. Voilà. Après, il y a comme tout, même vous le voyez chez certains de vos clients, il peut y avoir deux stratégies. La stratégie de j'en donne tellement que je les paume ou j'en donne tellement peu que c'est juste au fil de l'eau une fois que l'opération a avancé. Mais bon, je rentrerai pas là-dedans. Je pense que la question de la communication est effectivement importante. Toujours la même chose, c'est la capacité à s'assurer que
la maîtrise de la communication, quelle qu'elle soit importante ou pas, s'inscrive dans le projet et dans la pertinence du projet. Si demain, vous avez votre volonté première, c'est juste de valoriser votre capital, vous êtes le seul actionnaire, vous êtes avec quelqu'un d'autre et que vous êtes aligné par rapport à ça, la question de l'embarquement peut être plus relative. Si derrière, vous vous dites on a envie de continuer à travailler, mais on veut simplement avoir quelqu'un qui va prendre un ticket minoritaire, c'est peut-être aussi de l'expliquer aux équipes pour pas qu'il y ait de la crainte et s'assurer que les personnes ne vont pas mal vivre le changement. Là aussi, si on parle du point de vue d'un fonds, ça peut être l'occasion non seulement pour les actionnaires ou l'actionnaire ou les actionnaires de référence de pouvoir valoriser, mais aussi pour les cadres de direction de valoriser ce qu'on appelle dans le jargon un manpack, un management package. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire, là, c'est l'unité de valeur là, c'est la sauce à l'oseille extra saumonée, là, pour le coup, là, ou le saumon extra oseillé, selon. Donc, ça va être ça, le package management, c'est comment s'assurer qu'on va fidéliser les personnes qui comptent dans l'organisation, plutôt à des niveaux hiérarchiques plus importants, à coup d'action, à coup derrière de possibilités d'être également incentivé dans le cadre du LBO, puisque là aussi, quand il y a un fonds, c'est évidemment un LBO. Alors, là aussi, en fonction des modalités, on n'en a pas trop parlé, mais l'arrivée d'un acteur institutionnel peut être l'occasion de faire un MBO, où là, c'est le management lui-même qui va chercher à faire son effet de levier. Donc, il y a plein de déclinaisons possibles. Et donc, effectivement, si on a envie de s'assurer que ceux qui comptent restent, c'est peut-être mieux les embarquer. Après, c'est comme tout, ceux qu'on n'est pas mécontents d'envisager de voir partir, bon, on a une communication qui va bien avec. Est-ce qu'il faut communiquer auprès de ses clients et partenaires? Et question subsidiaire, quand le faire? Avant la presse, j'imagine. Bon, alors là aussi, tous les deals ne sortent pas dans la presse, même si, malheureusement, je sais, malheureusement. Je le déplore. Même si les équipes de News Assurance Pro sont extrêmement agiles. Bon. Donc, et de sources souvent fiables. Alors, sur la question du quand, je pense que sur le client, j'ai déjà un petit peu abordé cette question-là. Je pense que la question du timing de communication, c'est au moment qu'on juge opportun. Là aussi, il n'y a pas de règle idéale. Moi, ce que j'observe, c'est simplement ne pas le faire, c'est forcément dommage. Le faire est sans doute indispensable. À la question du quand, c'est là aussi, tout dépend à qui et à quel moment. Si c'est un compte clé duquel une partie de l'opération réside, il est évident que c'est mieux de prendre un peu d'élan et de l'embarquer, puisque le client pourra lui-même être très sensible à s'assurer que la personne qui suit la relation et l'équipe qui travaille sur ces différentes polices soit satisfaite. Expliquer ça auprès des partenaires. Alors, étrangement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on est sur un marché là aussi où l'information circule très vite. Oui. Et donc, souvent, les compagnies d'assurance sont bien informées de ce qui peut se dessiner avant même les équipes en interne. Ce qui fait que ça retombe sur la question de la maîtrise de la communication. Je serais tenté de dire que les compagnies peuvent voir ça d'un œil plus ou moins neutre, sauf éventuellement si, par exemple, vous êtes un assureur qui avait plus de la moitié de votre portefeuille courté, enfin plutôt dont un courtier a la moitié de son portefeuille avec tel assureur en question, et vous apprenez éventuellement qu'un autre assureur envisagerait éventuellement de prendre un ticket minoritaire ou majoritaire auprès du cabinet en question. Là, ça peut être effectivement un petit peu le chafouiner, mais je serais tenté de dire que l'assureur qui envisagerait de faire ça et d'investir a déjà sans doute identifié lui la chose, et je pense qu'il fera assez peu de cas de fait que l'information n'ait pas forcément été bien partagée ou autre auprès des compagnies. Sauf, et ça c'est un point important aussi, sur la question de la communication par rapport à des renouvellements qui peuvent être difficiles. Et là, je pense que tout à l'heure, on évoquait la question du calendrier. Évidemment, si vous avez des renouvellements qui s'annoncent extrêmement tendus et que ça peut être de nature à faire perdre du chiffre d'affaires ou des clients tout court, évidemment, s'il y a un calendrier qui peut être synchrone éventuellement avec une opération capitalistique, ça peut être pertinent de s'assurer qu'on embarque d'une certaine manière les assureurs en question pour dire « sois sympa ». Ça peut m'impacter quand même de manière assez forte. Comment est-ce qu'on peut dealer et voir derrière quelle compensation, que ce soit en termes de replacement d'affaires ou autre, il peut trouver. Donc ça, après, c'est la stratégie commerciale qui permet de nourrir la stratégie capitalistique. Comment est-ce qu'on peut être garant que les deux équipes de chaque structure aient finalement un ADN commun? C'est vrai que parfois sur le marché, c'est souvent des concurrents qui se rapprochent. Comment on peut faire pour que l'alchimie prenne? Vous avez parlé d'ADN tout à l'heure. Comment on peut garantir si on peut? C'est un petit peu, finalement, c'est un peu comme du recrutement cette histoire. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la personne avec qui on a bien fité pendant l'entretien s'avère être la bonne personne? Il n'y a pas de vérité absolue.
Et ce n'est pas une science exacte. Malheureusement, s'il y avait une machine, ou s'il y avait une machine dans laquelle on pouvait mettre les parties prenantes en disant il y a une petite diode verte qui s'allume et tout le monde va bien s'entendre, ce serait idéal. Je pense que la meilleure des choses, c'est effectivement de prendre ces renseignements. Et là aussi, on retombe sur la question de l'accompagnement. Alors là aussi, si c'est auprès de fonds, il y a des fonds de capital investissement, si on raisonne de cette manière-là, qui sont plus ou moins intrusifs. Voilà. Alors là aussi, en faisant attention à la gestion de faits, qui je rappelle est sanctionnée par le droit pénal. Donc les fonds sont quand même assez vigilants à ça, mais ils peuvent être quand même assez... si ce n'est impliqué, en tout cas intéressé à ce qui se passe au quotidien. J'ai même vu d'ailleurs que certains fonds, alors c'est une fonction qui commence à arriver aux États-Unis, mais qui à mon avis viendra en France pour les fonds plus importants, commencent à mettre en place là aussi des operating partners, donc des espèces d'espions. Ouais, quasiment, c'est ça. C'est-à-dire des. C'est moi qui le dis. Oui, non, mais pourquoi pas. Enfin, espion-coach, c'est-à-dire des personnes dédiées par le fonds de capital investissement pour accompagner les participations en disant bah voilà, on va vous coacher pour vous dire comment vous pouvez peut-être améliorer certaines choses, développer ci, développer ça. Donc, si on imagine à plus long terme que ce genre de rôle arrive en France, d'une certaine manière, ça peut être aussi vécu comme de l'intrusion. Donc ça va être le côté investisseur. Côté cabinet, je pense que là, il y a vraiment deux cas de figure. Donc là aussi, il n'y a pas de vérité absolue et chacun nourrira son avis. Le premier cas de figure, c'est par rapport à des grands industriels. Voilà, dans le top 10, top 5, top 10, dont tout le monde connaît les noms. C'est une approche. Je pense que la meilleure approche, c'est aussi de prendre ces renseignements. Et puis après, je pense qu'on est plus sur une approche financière avant une approche humaine. Et je pense que sur des cabinets de taille plus raisonnable, là, on va être sur une approche certes financière, mais quand même beaucoup plus humaine. En général aussi parce que l'horizon a vocation à être plus long, aussi par rapport à des gages, de dire on sait comment ces gens-là bossent, on les connaît depuis longtemps, on les côtoie depuis longtemps, on sait qu'ils ont des valeurs communes, ils ont toujours été corrects, on a pris leurs renseignements, les assureurs disent du bien d'eux, etc., etc. Donc on va être plutôt sur finalement la vertu de notre marché pour le coup, c'est comme l'information circule, les réputations des structures et éventuellement des hommes finissent par se connaître aussi, et donc ça peut pour le coup servir si ce n'est en tout cas d'être pleinement garant, de donner quelques indices pour éviter de se planter. Très bien. Pour conclure cette matinée et ce sujet, et pour éviter de rester sur le thème de la défiance, il faut aussi prendre en compte que le futur acquéreur, quelle que soit son identité, a aussi une expertise qui peut faire en sorte que ça pérennise l'entreprise qu'on est en train de céder. En tout cas, c'est le message en préparant ce talk qu'on souhaitait faire passer. Là aussi, si je devais être très grossier en opposant des fonds, des investisseurs institutionnels, entre les fonds qui vont plutôt être sur une logique très court terme, oui, bien sûr, il y aura des compétences, mais ce ne sera pas des compétences sur lesquelles le cabinet va pouvoir directement s'appuyer sur des sujets métiers. Demain, si vous avez un problème de placement, ce n'est pas le fait d'avoir un très gros fonds dans votre capital qui va vous aider éventuellement à replacer telle affaire chez tel assureur. Je pense que ce n'est pas forcément ça logique. On peut avoir pour le coup une approche aussi si il y a des investisseurs plutôt institutionnels type assurance de prévoyance, assureurs autres qui prennent des tickets plus ou moins importants et là pour le coup qui peuvent apporter des compétences et ça fait aussi partie de l'esprit. Puis après sur d'autres intermédiaires au sens très large, là aussi, les compétences métiers, juridiques, financières, éventuellement de soutien en placement, marketing existent. Après, c'est simplement le niveau qu'on souhaite en attendre dans l'exercice de ces missions au quotidien. Et ça revient sur ce que j'évoquais. C'est sûr que si demain, vous êtes intégré dans un gros cabinet du top 5, du top 10 et que vous êtes une équipe de plus, une équipe grand compte, une équipe PNE, une équipe middle de plus, c'est sûr que vous aurez des soutiens en termes de support, mais ce ne sera pas la même approche que si vous devenez par exemple une filiale à 50-50 Géo, sur lequel vous continuerez à maîtriser votre dynamique commerciale, mais vous pourrez faire appel aux besoins, aux fonctions du corporate ou d'autres structures, quelles qu'elles soient. Donc là aussi, mon mot de la fin, ce sera vraiment de dire être clair sur ce qu'on souhaite faire. Voilà. Et je pense que la chance qu'on a, c'est quand même d'évoluer dans un métier et dans une industrie où, quoi qu'on puisse dire, pour ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui souhaitent capitaliser, il y a de l'argent à se faire. Donc je pense que c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même beaucoup, malheureusement, d'industries en France qui ne peuvent pas dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne peuvent pas forcément céder à plus de 10, 15, 20 fois l'EBITDA, leur chiffre d'affaires, qui se traduit par 3 ans, 4 ans, je ne sais combien d'années de commission. Il y a beaucoup d'industries qui ne peuvent pas se prévaloir de ça. Mais
Je pense que la conclusion de tout ça, c'est une fois qu'on est clair sur son choix et qu'on se dit la décision est prise, c'est d'être accompagné pour derrière s'assurer que ça se fasse dans les meilleures des conditions et de s'assurer aussi qu'à la fin de la journée, ça crée de la valeur auprès des clients, auprès de l'intéressé ou des intéressés sur un plan capitalistique. Et puis là aussi faire en sorte que les équipes, me semble-t-il, puissent s'y retrouver et qu'il y ait le moins de casse. Voilà, ce sera ma petite note sociale à la fin, puisque tout ce qu'on dit, c'est certes financier, mais en tout cas, quand on fait de l'assurance de personnes, on a encore un tout petit peu de sang chaud et un petit cœur quand même. Il y a de l'humain derrière. Merci beaucoup, Charles-Philippe. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, pour toutes ces clés, finalement. Il est temps pour moi de vous libérer, comme vous avez pu le voir sur votre gauche. Vous allez pouvoir prendre une pause bien méritée et aller vous restaurer. Nous, on se retrouve à 14h sur cette scène et sur l'autre scène plus simple pour continuer nos talks et nos challenges. Et je vous remercie encore de votre écoute. Et si Charles-Philippe vous a plu, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec lui sur l'appli. Merci à vous. Merci Charles-Philippe. Merci Thierry. Merci à tous.